À la campagne, les étoiles sont plus claires et on peut mentalement tracer les lignes des constellations. Grand ours, petit ours, et là, au loin, la constellation de Pégase est visible. Et ça, ce n'est qu'un corps de guêpe écrasé sur le pare-brise. Zut, le lave-glace est encore en panne. Il faisait tellement chaud aujourd'hui que je ne voulais plus m'attarder devant ce magasin. Bon sang, ce vieux m'a encore vendu les mauvaises cigarettes. Je vais devoir fumer cette merde. Je dois m'arrêter. Marco a quitté l'autoroute et a tiré une bouffée d'air. Au moins, il y a un peu de vent maintenant. Il reste encore environ 640 km à parcourir. La radio passe toujours les mêmes nouvelles et les mêmes chansons. Un imbécile a braqué la banque du coin, et bientôt j'en aurai marre d'écouter le vieil album de Musli Paloranti. Il ferait mieux de raconter quelque chose de nouveau, sinon tu peux mourir d'ennui et de nostalgie dans cet endroit perdu, sur ce vieux tas de ferraille sur lequel Marco a médité pendant son voyage pour quelques milliers de pesos. Il livrait des marchandises à un certain monsieur à l'heure et au lieu convenu. Ici, chacun gagne sa vie comme il peut, que ce soit en vendant des chewing-gums dans des distributeurs automatiques ou en transportant des passagers à l'étranger. Autrefois, il avait tout. Une petite maison confortable dans un petit village. Loin de la civilisation, la nature était un enchantement. On pouvait se promener le long de la rivière et contempler, assis sur un rocher, une paille dans la bouche. Et l'eau cristalline l'appelait par son murmure, comme si elle écoutait les nymphes de la rivière. Son épouse bien-aimée était le moment le plus heureux de sa vie. Il rêvait de l'avenir. J'ai eu un chien, 2 garçons et 2 filles. Ils aideraient à garder le bétail. Les garçons poursuivraient le travail de Marco. Il élevait des vaches. Il en tirait de nombreux bénéfices, du lait, du cuir, de la viande. Il y avait toujours assez d'argent, même plus qu'assez. Il pouvait se permettre d'embaucher une femme de ménage pour aider sa femme aux tâches ménagères. Cela semblait être la vie idéale. Jusqu'à ce que survienne le jour le plus sombre de sa vie. Un beau jour, tout se passait comme d'habitude. Sa femme bien-aimée préparait un cochon de lait pour l'anniversaire de son mari bien-aimé. Pendant ce temps, Marco sortait dans la cour pour laisser sortir le bétail, quand soudain, le cri perçant de sa femme le fit se retourner. Le feu se propagea par la fenêtre. L'homme se précipita chez lui de toutes ses forces pour aller chercher sa femme. Et soudain, une détonation violente le fit taire, comme un soldat assommé par l'explosion d'un obus. Comme on le découvrirait plus tard, il s'agissait de l'explosion d'une bouteille de gaz. Un morceau de barre de renfort s'envola à la vitesse d'un bouchon de champagne. Un coup violent à la tête a atteint Marco directement. L'homme a perdu connaissance. Plusieurs heures plus tard, lorsque Marco ouvrit les yeux, la maison était déjà réduite en cendres. L'homme tomba à genoux et son cri résonna dans les environs, un hurlement terrible a glacé le sang. Marco courut vers les vestiges encore fumants de son ancienne demeure. Il creusa longtemps, espérant retrouver le corps de sa femme. Couvert de suie noire, il se retourna lorsqu'on l'appela. Le vieil homme solitaire, muni d'une canne, lui fit signe de s'approcher. Ils l'ont emmené à l'hôpital, Marco. À la ville. Sainte Mère de Dieu. Il y a encore de l'espoir. Merci, sonore madrigal. Marco se rendit immédiatement en ville auprès de sa femme bien-aimée. Il demanda aux infirmières où elles avaient emmené la jeune fille. Cependant, il n'entendit en réponse que quelques mots, « Elle est morte de graves brûlures, nous sommes vraiment désolés. » Quelle vie cruelle! Et d'abord, il vous offre des fortunes, puis, en un instant, il vous emporte tout. Tout ce qui a brûlé a dû être abandonné. Les quelques vaches qui ont survécu vivent désormais dans d'autres fermes. Marco a passé beaucoup de temps à se perdre dans des beuveries prolongées, essayant de se perdre au fond d'un verre vide. Durant cette période, il a accumulé une montagne de dettes, et ce n'est qu'après plusieurs années que la douleur a commencé à le soulager. Il a décidé de se sortir de ce gouffre. Il a trouvé en lui la force de prendre un nouveau départ. Mais il devait d'abord se débarrasser de ses énormes dettes. Il n'a rien trouvé de mieux que de transporter des marchandises illégales de l'autre côté de la frontière. Il payait bien et rapidement. Il devait régler ses problèmes financiers au plus vite. Marco termina sa cigarette, essuya une larme involontaire sur sa joue rugueuse et démarra sa vieille épave de voiture rouillée.
Après avoir parcouru quelques kilomètres, une vieille station-service apparut sur sa route, et quelque chose brillait au loin. En s'approchant, Marco distingua 2 silhouettes dans l'ombre nocturne, une jeune fille avec un enfant d'environ 3 ans. Elle fit un signe de la main au conducteur pour l'empêcher de s'arrêter. « Que fais-tu dans un endroit pareil à cette heure tardive, Sonora ? » L'endroit est si désolé qu'à la lumière de tes phares, j'ai été submergé d'excitation et de bonheur. J'avais peur de rester là-bas avec Stelio pour toujours et de marcher sur la route sous une telle chaleur. Tu comprends. S'il vous plaît, emmenez-nous au village de Valverde. Notre voiture est tombée en panne. Nous l'avons laissée quelques kilomètres plus loin et avons commencé à marcher, espérant que quelqu'un nous déposerait. La vallée verte de Valverde, c'est mon ancien village. C'est impossible. Je n'y suis pas allé depuis si longtemps. Rien que d'entendre ce nom, j'ai des sueurs froides, pensa Marco. Il faut saisir toutes les occasions pour régler ses dettes. Marco accepta avec hésitation et ouvrit galamment la porte à ses compagnons de voyage. Contre toute attente, la jeune fille portait une robe si légère que la moindre brise faisait toucher son visage par une partie du tissu. C'était aussi revigorant qu'une tasse de café fort, surtout si l'arrière-goût rappelait la fraise, comme le délicat parfum de son parfum. « Vous habitez là-bas ? Nous voulons rendre visite à de vieux amis. J'espère que ce n'est pas trop loin et que nous ne perturberons pas votre trajet. Au fait, je m'appelle Consuela et cet adorable petit garçon s'appelle Stelio. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Marco et je voulais vraiment voir les paysages. » Dans l'obscurité de la nuit, difficile de distinguer les visages des passagers, mais ses yeux couleur groseille, cette peau de velours noir. Toute la cabine était emplie de parfums si envoûtants. Marco jeta un coup d'œil à Consuela dans le rétroviseur, croisant son regard avant de se concentrer brusquement sur la route. « J'ai remarqué que tu étais momentanément abasourdi quand j'ai mentionné où nous allions. Quelque chose ne va pas ? » La voiture commença à prendre de la vitesse. Les phares des voitures approchant en sens inverse clignotaient comme des étoiles filantes. Les voitures passaient à toute vitesse. Le garçon regarda par la fenêtre et compta à voix haute chaque voiture qui passait. Il y avait un camion rouge et, à côté, une Ford verte passait. Stelio appréciait le bruit de la route et le sifflement des camions. « Je connais bien ce petit village, Sonora. J'y ai vécu avant, mais j'ai dû déménager. Parlez-moi de cet endroit. Par où commencer ? Dans ce village, j'ai assisté au plus beau coucher de soleil à l'orée d'une forêt rare. L'air y est, comment dire, si pur. Les oiseaux locaux chantent si joliment, surtout quand on est perdu dans ses pensées. J'aime chanter en posant mes pieds dans l'herbe luxuriante et sentir les fleurs des champs du bout des doigts. C'était là que se trouvait ma maison et mon bien-aimé. Chaque matin, je gardais le bétail, et les enfants du quartier riaient de joie. Un endroit charmant où séjourner. C'est merveilleux. Alors, tu t'appelles Stelio, et quel âge as-tu ? Marco se tourna vers le petit garçon qui dessinait des motifs sur la vitre embuée. Le garçon se retourna, le visage s'étirant en un large sourire. Il hocha joyeusement la tête et leva 3 doigts. Il ne parle toujours pas correctement. Nous lui apprenons ses premiers mots. C'est un charmant petit garçon. Certes, mais parfois espiègle. Il a récemment cassé une figurine en cristal dans le magasin du coin. J'ai dû tousser. Ou alors, voici une autre histoire. Un jour, nous sommes allés dans un café. J'ai commandé une omelette délicieuse. Je me suis littéralement éloigné un instant pour aller aux toilettes et je l'ai laissé finir son milkshake. Je suis sorti, oh Dio mio. Pas d'enfant. J'avais tellement peur, je pensais qu'il avait été kidnappé ou qu'il errait dans la rue. En fait, ce petit coquin s'était caché sous la table et avait sauté en hurlant. J'ai failli avoir une crise cardiaque. La fillette se tourna vers l'enfant, qui, timidement, cachait son visage sous sa casquette. « Où est papa ? Pourquoi n'est-il pas avec toi ? demanda-t-elle. « Papa. » La voix de l'enfant s'éteignit. Il a disparu. Je suis vraiment désolé. Que s'est-il passé ? demanda Marco. Je préfère ne pas aborder ce sujet. Désolé, Marco. Pendant ce temps, Marco jeta un coup d'œil à l'enfant et décida de s'arrêter fumer dans la rue.
Consuela sortit avec lui. Envie d'offrir une cigarette à la dame? Marco en sortit 2 et en offrit une à la jeune fille. À la lueur du feu, ses yeux brillèrent d'un vert plus vif, comme des pommes mûres au jardin d'Éden. Marco avait autrefois craqué pour des yeux verts. Mais dans l'obscurité de la nuit, dans la nature sauvage, il désirait ardemment voir le visage de l'étrangère à la lumière du jour. Il ne distinguait que les beaux contours de sa silhouette, ses cheveux. Soudain, sa curiosité fut interrompue par le cri perçant d'un animal. Le cri était si troublant qu'il en eut des frissons. Est-ce un coyote? C'est possible. Il y en a beaucoup par ici. Mais je n'avais jamais entendu de tels sons auparavant. Cache-toi derrière moi. Marco poussa Consuela derrière lui et s'approcha lentement de la source du cri. Plus il s'approchait, plus son cœur se serrait. Était-ce de la peur, du dégoût, ou les deux, il ne savait pas. La source du bruit était désormais clairement visible. Oui, c'était un coyote blessé, pris dans un piège rouillé. Le pauvre. Comment a-t-il fait ça? Il faut l'aider. Aucun animal ne devrait mourir dans une telle agonie. Ce devaient être des chasseurs, ou pire, des braconniers. Marco s'approcha courageusement de l'animal blessé, démontrant ainsi son intrépidité. Mais dès qu'il toucha la patte du coyote, celui-ci pointa rapidement ses crocs directement sur sa main. Maldito. Maldito Perro. Bête. Ma main. Marco repoussa le piège et le relâcha rapidement. L'animal a disparu dans le désert sablonneux. Il faut panser la blessure. Il le faut. Et s'il était malade? De la rage? J'ai des antiseptiques dans mon sac. Allons vite à la voiture. 2 d'entre eux se dirigèrent vers la voiture et furent accueillis par Stelio, effrayé. Voyant la blessure de Marco, il se mit à pleurer. Il était terriblement effrayé à la vue du sang. Marco s'assit à l'avant et Consuela, fouillant dans son sac pendant 1 minute ou 2, trouva une bouteille d'alcool. Elle trempa soigneusement un morceau de tissu dans la bouteille et commença à soigner les blessures de la victime de l'attaque de l'invité nocturne. Avec tendresse et précaution, le tissu humide toucha les plaies. Ses petites mains douces accomplirent cette tâche avec habileté. Pour la première fois depuis longtemps, Marco ressentit du calme au contact de quelqu'un. L'espace d'un instant, son âme se sentit légère. Consuela plaça la serviette trouvée dans son sac sur la blessure et la banda avec un foulard. L'odeur de l'écharpe, envoûtante et séduisante, enveloppait Marco. Il semblait commencer à tomber amoureux d'une inconnue qu'il connaissait à peine, dont le visage était caché dans l'obscurité de la nuit. Mais que pouvait-il lui dire? Bientôt, ils devraient se séparer. Tu sais conduire? Bien sûr, suis-je une mauviette? Peur d'un misérable chien errant? Ne me fais pas rire. Consuela s'assit sur le siège passager à côté de Stelio et le serra fort dans ses bras. La voiture a continué sa route. Vous savez, ça m'a rappelé une blague que mon grand-père me racontait. Repose en paix, vieux Ricardo. Aux alentours d'un petit village, il y avait beaucoup de coyotes. Ils ont commencé à voler des poules et des œufs. Eh bien, les habitants ont pris des mesures. Ils ont posé des pièges ici, des collets là, et aménagé des fosses à l'eau ailleurs. Mais ces créatures n'étaient pas faciles à attraper. Tous les pièges étaient soit inefficaces, soit simplement fermés sans coyote à l'intérieur. Les habitants se sont donc réunis en conseil municipal. Ils ont commencé à se pencher sur le problème et à proposer des solutions. Et un monsieur dans le public s'écrie, nous devons être moins cruels et plus tolérants envers les animaux. Attrapons-les et castrons-les. Peut-être qu'ils cesseront de se reproduire et qu'ils s'éteindront. Et le chef répond, imbécile. Ils ne viennent pas nous niquer. Dès que Marco eut fini son récit, un silence de quelques secondes s'installa dans la voiture, si profond qu'on aurait pu entendre une mouche voler. La sueur perlait sur le front de Marco. Idiot. Quelle histoire de merde. Soudain, le rire joyeux de Consuela rompit le silence funèbre. Stelio, regardant sa mère, se mit à rire à son tour, sans toutefois comprendre un mot. Marco ne put s'empêcher de se joindre au rire du passager. Ah, tu sais vraiment comment détendre l'atmosphère. Arrivé aux abords du village de Valverde, les mains de Marco tremblaient de façon incontrôlable.
Il serrait fermement le volant pour les stabiliser, mais ses mains refusaient d'obéir. « Marco, ça va? Se pourrait-il que le virus de la folie te gagne? J'en doute. Voyez-vous, ce village est chargé d'innombrables souvenirs. Certains des moments les plus heureux et les plus terribles de ma vie sont liés à cet endroit. Ici, j'ai tout perdu, ma maison, ma femme, mon espoir, ma foi. Je n'y suis pas retourné depuis que l'incendie a emporté ma belle Elisa. En y revenant, c'est comme si je sentais encore une légère odeur de poutre en bois fumante. Je suis désolé. » Les joues de Marco étaient humides de larmes insupportables. Il essayait de réprimer ses émotions, mais ses yeux le trahissaient sans relâche, versant continuellement des larmes. Une boule dans la gorge empêchait Marco de prononcer un mot de plus. « C'est bon, Marco. C'est du passé. Tu es fort. Tu peux surmonter ça. Tu sais ce qu'on dit, les jours qui te brisent sont ceux qui te construisent. Tu dois accepter cette douleur et l'absorber. Ce n'est qu'alors qu'elle se dissoudra dans ton cœur. » La jeune fille serra Marco dans ses bras depuis le siège passager, et à cet instant, Marco sentit une chaleur se répandre dans son corps. Comme un oiseau protégeant ses oisillons des intempéries, elle enveloppa les mains de Marco des siennes, repoussant les émotions qui l'envahissaient. « Tu es si gentille et douce, Consuela. Je n'avais pas ressenti de chaleur en te touchant depuis si longtemps. Je vois une petite boutique au loin. Allons-y. On va manger quelques quesadillas. Stelio, tu es partant? » La fille se tourna vers l'enfant, qui hocha la tête avec enthousiasme. Décision prise. Marco démarra la voiture et parcourut encore 1 kilomètre. Ils s'arrêtèrent près d'une boutique appelée Manzanilla. Marco y achetait le journal chaque matin pour consulter la météo, lire les nouvelles locales et trouver des histoires intéressantes à lire dans les champs. Consuela descendit de la voiture et entra dans la boutique, où le son familier des cloches de verre à l'entrée résonna douloureusement aux oreilles de Marco. Il s'assit sur un banc près de l'entrée. Le soleil commençait à se lever lentement. Verrais-je à nouveau le lever du soleil depuis ce banc? Cela faisait si longtemps que je n'avais pas fait ça. Marco alluma une cigarette et expira sans effort une énorme bouffée de fumée, passant sa main sur l'accoudoir en bois, griffé d'insultes et de photos avec les noms des enfants du quartier. Fernando était là. Luisan est un imbécile. Si tu lis ceci, alors prends-toi une vie, idiot. Arrête de perdre ton temps. Ces inscriptions lui étaient si chères, car Marco les croisait toujours du regard chaque fois qu'il décidait de s'asseoir sur ce banc. Les cloches familières ont sonné à nouveau. Et me voilà. Que veux-tu, Marco? Au bœuf ou au poulet, ou peut-être simplement aux champignons? Dans la lumière de l'aube, dont les rayons éclairaient doucement le visage de cette femme inconnue, Marco discernait des traits agréables. Ses lèvres semblaient aussi charnues et tendres que des pétales de rose. Son nez retroussé trahissait une nature enjouée. La même légèreté se reflétait dans la robe de la jeune fille. Ses longues boucles embaumaient un parfum aux notes de fraises. Ses yeux brillaient comme 2 émeraudes dans la lumière. Marco fixa la jeune fille et réalisa avec horreur qu'il avait l'impression de voir son Elisa devant lui. On avait dû lui vendre des cigarettes contenant des hallucinogènes, car il était en proie à des hallucinations. Mais non. Pendant 1 minute ou 2 encore, il contempla les contours du visage de l'ange qui se tenait devant lui. Elisa? Surprise. La jeune fille prononça cette phrase avec maladresse, semblait-il. Une surprise? C'était une blague? C'est vraiment toi? Je ne comprends pas. Oui, chérie. C'est moi. J'attends depuis si longtemps que tu trouves la solution. Marco resta assis, sous le choc et dans un silence grave, 1 minute de plus. Marco, je suis désolé. C'était peut-être cruel, mais je ne savais pas comment te l'annoncer. L'homme serra soudain la jeune fille dans ses bras et les larmes le submergèrent à nouveau. Il serrait Elisa si fort qu'il semblait sur le point de lui écraser la colonne vertébrale. De tels rebondissements étaient tout à fait dans le style d'Elisa. Elle a toujours aimé les films avec des apparitions inattendues qui créent des surprises inattendues. Elisa, mais comment? On m'a dit que tu étais morte. Je t'ai cherché si longtemps, chérie. J'ai passé 3 ans à te chercher et je t'ai enfin trouvé, mon amour.
Elle prit le visage de Marco à deux mains et l'embrassa sur le nez, les lèvres et les joues. Ses baisers étaient comme le toucher d'un ange. Elle prit la main de Marco et s'assit à ses côtés. Elle posa sa tête sur son épaule et leurs regards se tournèrent vers l'aube. Je me souviens de ce jour-là. Ce jour horrible. Le feu du poêle s'est soudain propagé jusqu'au rideau. Oh, si seulement je n'avais pas ouvert la fenêtre ce jour-là. Puis un coup soudain, et je ne me souviens plus de rien. Je me suis réveillée à l'hôpital. Ils m'ont mis sous perfusion et soigné plusieurs brûlures. Je t'attendais, mais tu n'es pas venu. Je pensais que tu n'avais pas survécu. À ma sortie, je suis arrivée aux ruines. Mon cœur était brisé. Je croyais avoir perdu. Je suis arrivée à l'hôpital. On m'a dit que tu n'avais pas survécu. À l'hôpital, j'ai appris que Maria, notre femme de ménage, avait été amenée avec moi. Dès que j'ai pu sortir du lit, j'ai commencé à lui demander de ses nouvelles, voulant lui rendre visite. Mais elle est décédée des suites de graves brûlures. Plus tard, on m'a dit qu'elle me sortait des décombres et qu'elle avait été gravement brûlée. Peut-être qu'ils ont juste été confus et ont cru que tu parlais d'elle. Repose en paix, querida Maria. C'est aussi à l'hôpital que j'ai découvert que j'étais enceinte. Notre cher Stelio est devenu le seul trésor que tu m'aies laissé. Mais, Elisa, je ne comprends pas. Comment m'as-tu retrouvé ou est-ce le Tout-Puissant qui a réuni nos destins? Après plusieurs jours de deuil, j'ai rencontré ce Nord Madrigal. Il m'a dit que tu étais en vie et que tu me cherchais. Mais peu après, j'ai appris que tu avais quitté le village pour une direction inconnue. Je t'ai cherché longtemps, mais en vain. Je croyais qu'un jour je te retrouverais, mon cher Marco. Et c'est arrivé. Tu es là, debout devant moi, comme à l'époque. J'ai erré dans les villages environnants, demandant de tes nouvelles. Quand Stelio est né, j'étais infiniment heureuse. Il a tes yeux et ton regard. Si sérieuse et pourtant si gentille. Un jour, j'ai trouvé un emploi de serveuse à Grand Colina. C'était peu payé, mais c'était suffisant pour une mère célibataire. Un jour, un monsieur est venu me rendre visite. Nous avons discuté. Il avait des problèmes avec son entreprise. Je l'ai réconforté. Je lui ai raconté mon histoire pour lui montrer qu'il n'était pas seul et qu'il y avait des choses plus effrayantes que ça. Et son regard ivre s'est tourné vers moi. Il m'a regardé dans les yeux un long moment, puis il a dit, « Je connais quelqu'un qui a vécu une histoire similaire. » J'ai laissé tomber le verre, surpris. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Et j'ai compris qu'il parlait de toi, Marco. Il m'a dit qu'il travaillait avec toi, qu'il était ton. Comment dis-tu? Partenaire. Il m'a donné les coordonnées de ton itinéraire, et j'ai immédiatement commencé mes recherches. Pendant plusieurs mois, je suis allée à cette station-service dans l'espoir de te voir. J'arrêtais toutes les voitures qui passaient. Et puis est arrivé le jour où c'était toi, Marco. Tu as fait un si long voyage pour me rencontrer, et moi, lâche, j'ai tout abandonné, croyant ces médecins. Ne te culpabilise pas, ma chère. C'est la vie. Tu ne connaissais pas toute la vérité. Marco serra fort Elisa dans ses bras et commença à tourner avec elle. J'ai un fils. J'ai mon Elisa. Comme je suis reconnaissant au destin qu'il y ait encore de la justice dans ce monde. Comme je suis heureux. Alors maintenant, tu transportes des marchandises illégales à travers la frontière? Tu transportes quelque chose en ce moment? Oui, chérie, c'est vrai. Mais à cause de ces événements, je vais arrêter ce travail et démissionner. Nous reconstruirons notre maison ici et vivrons comme avant. Je n'y crois pas, chérie, reste dans ce village avec Stelio, et je finirai et viendrai te voir dans quelques jours. Nous recommencerons notre vie. Ça a l'air merveilleux, mon amour, mais je ne veux plus me séparer de toi. C'est trop dangereux de voyager avec moi, surtout avec Stelio. Je te promets que dès que j'aurai fini, je viendrai directement te voir. Pendant plusieurs heures, la famille réunie s'embrassa, rit et savoura la vie. Puis Marco démarra sa voiture, embrassa Elisa et Stelio et prit la route vers la ville. Il roula une demi-journée à une vitesse telle qu'il rattrapera le temps perdu, et le soir, il atteignit l'endroit prévu. C'était un endroit désolé, une décharge abandonnée.
L'odeur y était si forte que les larmes lui montèrent aux yeux. Il ne voulait pas y rester longtemps, pas du tout. On aurait dit qu'un conteneur entier de rats morts avait été trempé dans une urine fétide, puis laissé mijoter sous le soleil brûlant du désert. Marco eut de la chance que son patron ne soit pas encore arrivé. Il eut le temps de se reposer 10 minutes et de fumer une cigarette. Marco était envahi par un bonheur infini. Il était sur le point de prendre un nouveau départ. Le triste chapitre de son livre allait se clore, et un épilogue radieux allait commencer, où il vivrait heureux pour toujours. Finalement, Marco entendit le bruit des pneus qui crissaient sur de vieilles canettes de bière. Les phares l'éclairèrent. Une vieille Ford s'arrêta à quelques mètres de lui. Marco se tenait debout, l'air sérieux, les sourcils froncés, sans montrer que quoi que ce soit avait changé dans sa vie. Ce n'était pas simple. Un homme potelé, vêtu d'un costume blanc graisseux, et quelques-uns de ces hommes sortirent de la voiture d'un pas assuré. Il fit lentement les 100 pas et se dirigea droit vers Marco. Bonjour, aujourd'hui, comme toujours, c'est 10 kilos. Ouvre le coffre. Marco ouvrit le coffre. 4 visages scrutèrent son contenu. Bravo, Marco, tu ne laisses jamais tomber les gens importants. Montre la valise avec l'argent. Marco. Pourquoi es-tu si sérieux? J'ai emporté ce qu'il fallait, pas besoin de vérifier. Marco resta silencieux une demi-minute. On lui apporta une valise. À sa grande surprise, elle lui parut trop légère, comme si elle ne contenait rien du tout. En regardant le patron, il sentit un léger sourire narquois sur son visage. Marco ouvrit aussitôt la valise. Il n'y avait que quelques pesos au fond. Oh là là, Marco. La curiosité du chat lui a causé des ennuis. L'homme a pointé son arme sur Marco. Tu croyais que les gens de ce milieu avaient de l'honneur? Ah, espèce d'enfoiré. Tu croyais pouvoir me duper? J'ai traversé la frontière avec cette merde. J'ai failli me faire attraper par la police. Et tu veux me faire ça? C'est juste une affaire, rien de personnel. On a trouvé un nouveau fournisseur. Et on n'a pas besoin de témoins supplémentaires. Marco a réussi à esquiver avant que l'homme n'appuie sur la détente. La balle a filé à quelques centimètres du visage de Marco. Tu ne peux pas te cacher de moi. Espèce de fils de pute. Marco savait que le business qui lui rapportait de l'argent était dangereux, alors il a sagement acheté une arme à un petit voyou de la ruelle. Et maintenant, c'était son heure. Marco sortit rapidement son Glock et commença à tirer sans relâche sur les jambes de l'ennemi. Bang! Une rotule fracassée. Encore un. Un pied transpercé. Plusieurs balles ont manqué leur cible. Des corps humains tombèrent au sol. Des cris sauvages résonnèrent dans la décharge. Le bruit fit sursauter une volée de corbeaux qui s'élevaient vers les étoiles. Marco s'est caché derrière une voiture et a pointé son arme sur l'un d'eux, puis sur un autre. Bang! Et un autre coup de feu. Rendu fou par la vue du sang, Marco se leva. Où est le troisième? Une pensée lui traversa l'esprit. L'un des voyous avait disparu dans l'état d'ordure. Sans attendre d'autres manœuvres, Marco prit les clés de la voiture, sauta au volant et tenta de démarrer le moteur. Putain de taco! La voiture refusait de démarrer. Après s'être calmé quelques secondes, il appuya doucement sur les touches et la voiture démarra en rugissant. Alors que Marco quittait cet endroit maudit, une balle transperça soudain le pare-brise. La voiture disparut dans le désert. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis cet incident. Marco était rongé par la culpabilité. Mais maintenant, il recommençait sa vie. Avec Elisa, ils louèrent une maison confortable à la périphérie du village, achetèrent 2 vaches et une douzaine de poules. Tout tomba en place. Stelio adorait passer du temps avec son père. Il y avait beaucoup de travail à faire, des travaux agricoles aux soins du bétail. Il fallait relancer l'élevage de bovins et de taureaux. Surtout maintenant, alors que les gens avaient besoin de viande et de lait. Il serait prêt à payer des sommes considérables. Un beau jour, sur sa véranda, sirotant un café fraîchement moulu et lisant le journal, le regard de Marco tomba sur une rubrique de la rubrique Affaires criminelles. Les corps de 2 hommes avaient été retrouvés à la décharge de l'autoroute du Sud. Attendez, j'y étais récemment.
D'après un ivrogne du coin qui a découvert les corps, ils étaient enterrés dans un tas d'ordures. Les corps ont été envoyés pour identification. Malgré les tissus partiellement décomposés, l'identité des victimes a été établie. Il s'agissait de Fernando Leonel, 36 ans, et de Guillermo Juante, 45 ans, tous deux récemment libérés de prison. Cependant, il a été déterminé qu'au moins 2 autres personnes étaient présentes sur les lieux du crime, à en juger par les empreintes de bottes dans la boue durcie. Les premières données suggèrent que le meurtre a été commis avec une brutalité particulière. Toute personne disposant d'informations précises sur ces individus est priée de contacter les forces de l'ordre local. Sainte Mère de Dieu. Il s'est passé quelque chose, chérie? Oui, les prix des denrées alimentaires augmentent à nouveau. Ces fonctionnaires ne se soucient guère du commun des mortels. Le regard alarmé de Marco se reporta sur le journal. Des traces de bottes, ils en trouveront bientôt d'autres. Je ne peux pas tout perdre à nouveau. Pas cette fois. Et s'ils trouvaient mon sang ou mes empreintes digitales? Non. Je ne peux pas me permettre ça. Devrais-je me cacher où tout s'arrangera-t-il? Et le 3e? Je pensais qu'il était blessé et qu'il se vidait de son sang dans ce foutu taudis. Et s'il me cherchait aussi? Stelio. Stelio. Marco appela aussitôt l'enfant, envahi par une anxiété grandissante. Mais le garçon ne répondit pas. Stelio, mon chéri. Laisse-le chasser les poules. Tu sais qu'il adore ça. Et s'il disparaissait ou s'il lui arrivait malheur? Que pourrait-il arriver de mal dans un endroit aussi beau, mon chéri? Elisa posa sa petite main délicate sur l'épaule de Marco. Tout est derrière nous, mon chéri. Nous voilà réunis. Marco bondit de sa chaise, manquant de laisser tomber sa tasse de café, et appela Stelio avec frénésie, fouillant la propriété. Stelio. Une petite tête apparut derrière le hangar. Oui, papa. Stelio appela Marco papa pour la première fois, serrant encore plus fort le cœur de Marco. Ne disparais jamais comme ça, petit. Tu m'as fait peur. Marco serra l'enfant si fort qu'il s'affaissa dans ses bras. Marco observa les alentours. Tout était en ordre. Une douce brise faisait bruisser les feuilles vertes de l'acacia. Un mince ruisseau murmurait une eau cristalline, et les hirondelles volaient dans le ciel, chantant leur symphonie.